Veille d'élection présidentielle au Sri Lanka. Demain, pas moins de 16 millions d'électeurs vont devoir décider s'ils maintiennent ou non à la tête du pays le chef de l'État sortant, Ranil Wickremesinghe. Un vétéran de la scène politique, mais à ce poste que depuis 2022, lorsque fut chassé par la rue son prédécesseur Gotabaya Rajapaksa. Aujourd'hui, quel est donc l'enjeu de ce scrutin? Notre invité Jean-Luc Racine va nous l'expliquer. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS et expert du sous-continent indien. L'enjeu, donc, quel est-il de ces élections présidentielles? C'est essentiellement l'économie, puisque, comme vous l'avez dit, si le prédécesseur de Wickremesinghe, Gotabaya Rajapaksa, a perdu le pouvoir en 2022, c'est parce que la situation économique du pays était désastreuse au point d'avoir une incapacité à régler les dettes, donc véritablement effondrement économique. Et ça a suscité au départ un mouvement étudiant, mais très rapidement un mouvement du peuple qui a finalement conduit Rajapaksa à démissionner. Et un arrangement a été trouvé avec le Parlement qui a élu son successeur, Wickremesinghe, pour la fin de son mandat. Et la fin de son mandat, ça arrive donc à la fin de l'année 2024, d'où les élections de demain. D'où les élections de demain. Est-ce que vous diriez que ce scrutin est en quelque sorte, justement, une espèce de référendum sur la politique d'austérité qui a été négocié avec le Fonds monétaire international et très impopulaire? Absolument. Par rapport aux élections précédentes, il faut se rappeler que le Sri Lanka a connu l'insurrection des tigres tamouls du nord du pays qui voulaient faire un État séparé. Ça a duré de 1983 à 2009. Et Rajapaksa a été la poigne de fer qui a écrasé tout ça dans le sang. Donc à ce moment-là, les élections successives, c'était terrorisme avec ou sans guillemets, sécurité, etc. Là, cette fois, c'est très clairement économie. C'est effectivement un référendum sur la politique du président sortant qui a réussi d'un côté à baisser l'inflation, à négocier un accord avec le Fonds monétaire international, mais au prix d'une hausse considérable de la pauvreté. Et donc ça pose des questions structurelles qui alimentent d'ailleurs les deux principaux candidats d'opposition. Je laisse de côté la trentaine d'autres candidats. D'un côté, on a Premadasa, lui aussi issu d'une famille du pouvoir, puisque son père avait été président, qui veut revoir l'accord avec le Fonds monétaire international pour faire en sorte que, contrairement à ce qui s'est passé depuis 2 ans, le sort du peuple au quotidien reste tout à fait problématique. La pauvreté a quasiment doublé en 2 ans. Et puis il y a un troisième candidat plus inattendu, issu de l'extrême gauche marxiste-léniniste, mais qui lui aussi s'appuie sur une coalition et qui lui tient un discours anti-élite qui peut se comprendre dans un contexte où justement le pays a été gouverné pendant des décennies par quelques familles. Et Rajapaksa, Wickremesinghe... Avec le problème de corruption. Avec un problème de corruption que le Fonds monétaire international a souligné lui-même. Donc, pour une fois, ça ne sera pas un duel entre le sortant et le leader de l'opposition, qui est Premadasa, mais il y a un troisième larron, si j'ose dire, qui appelle à changer le système. Alors évidemment, ça reste un peu flou. Que faire dans ces circonstances? Bon, un certain nombre de pays créditeurs ont accepté de renégocier la dette sri-lankaise, mais qui reste quand même monumentale. C'est 46 milliards de dollars. Et les facilités du FMI, c'est moins de 3 milliards de dollars. Donc, il reste du chemin à faire. Donc, la question est sensible dans un pays où, évidemment, l'Inde regarde tout ça de très près, puisque c'est son voisin immédiat. La Chine
est très présente avec des investissements qui ont posé des problèmes parce que ça a contribué à endetter le pays. Et les États-Unis regardent aussi de près ce qui se passe dans un espace stratégique, puisque Sri Lanka, c'est un peu le milieu de l'océan Indien, donc sur la route à la fois du pétrole qui va du Moyen-Orient vers le Japon et la Chine, et dans l'autre sens, sur la grande route des conteneurs chinois ou japonais qui vont vers l'Europe par le canal de Suez. Est-ce que par rapport à 2019 où 84% de la population s'est rendue aux urnes, est-ce qu'on s'attend à un tel taux demain, ou alors est-ce que la population est à ce point-là désabusée que finalement on peut s'attendre à une moindre participation? Alors c'est une des questions pour lesquelles évidemment il faudra attendre demain. C'est vrai que 84% c'est énorme. Dans beaucoup de pays voisins qui ont l'habitude des élections, on est 65, 68 à peu près. Donc ce sera un test, mais surtout la vraie question, c'est s'il y a une mobilisation aussi forte, est-ce qu'elle mettra en avant le troisième candidat, Dissanayake, avec un programme qui appellera à revoir complètement à la fois finalement l'économie, mais aussi le mode de fonctionnement du pays, avec ce qui a causé l'effondrement économique, à savoir trop peu d'impôts sur les classes supérieures, les trop de dépenses, la fin des subventions de et l'eau, bien sûr la corruption. corruption. Et la corruption. Merci beaucoup Jean-Luc Racine de nous avoir apporté votre expertise donc, sur ces élections qui se tiendront demain au Sri Lanka. Merci beaucoup.